Bonjour à tous. Je vais mettre devant le pupitre parce que ça fait un peu une barrière. On va se mettre là et on va utiliser la zapette. Donc, je m'appelle William Léguyer, je travaille pour Antidote. Je suis product manager, donc je gère une des offres qui s'occupe de la valorisation des contenus et des données pour nos différents clients. Je nous présente très rapidement, si vous ne nous connaissez pas, on existe depuis 15 ans. On fait du moteur de recherche depuis 15 ans. Depuis maintenant 6 ans, on fait aussi de l'enrichissement de données. Donc on travaille en amont de l'indexation des données sur du raffinage d'informations pour justement augmenter sa valeur. Et très souvent, c'est reversé dans un moteur de recherche pour améliorer l'accès à la donnée. Donc on est 47, bientôt 50. Et on est à Paris, Lyon, Aix-en-Provence et à Boston aussi depuis cette année. Il faudra que je mette ça à jour d'ailleurs. On a beaucoup de clients, on en est assez fiers, donc une grosse centaine de clients. Beaucoup sont des producteurs de contenu. Il y a aussi des clients dans les entreprises, il y a dans l'industrie. On a une offre e-commerce, si ça vous intéresse, vous avez mon collègue Pierre qui est là pour en parler. Dans la santé aussi, on a beaucoup de clients dans ce domaine-là, parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire et de données assez complexes. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de machine learning et d'intelligence artificielle. On en parle beaucoup en ce moment. Si vous lisez un peu les blogs technologiques, c'est quelque chose qui est très, très à la mode. Donc on va essayer de démystifier un peu tout ça. Et nous, on travaille en recherche depuis 4 ans là-dessus, justement pour faire de la fouille de texte, du text mining avec du machine learning. Donc on va commencer par un truc très simple, c'est une définition. Machine learning, je vais vous donner la mienne, qui serait une faculté donnée à une machine, un ordinateur, d'apprendre un comportement à partir d'exemples. Donc c'est la plus simple que j'ai pu trouver. L'élément important, c'est que déjà, on essaye de mimer un comportement qu'un humain aurait, souvent très facilement et très intuitivement, et on va lui apprendre en lui fournissant différents exemples, positifs, négatifs, ou des choses comme ça, et lui va réussir à mimer le comportement humain. Donc ça descend de l'intelligence artificielle directement. C'est une des disciplines, en fait. Et c'est une de celles qui est, on va dire, la plus récente. Et on va dire pourquoi. Il y a une différence, parce que c'est pas très nouveau, en fait, d'essayer de créer de l'intelligence artificielle. La différence du machine learning avec d'autres approches qui existent et qui sont aussi valides, c'est qu'au lieu d'avoir une approche par règle, donc souvent avec des arbres de décision, par exemple, en essayant de savoir quelles sont les conséquences de chaque acte et de se dire à partir de là où est-ce que je peux aller. Ça, c'est des règles. Eh bien, on va avoir une approche beaucoup plus floue, probabiliste. Donc, c'est pour ça que je disais le mot intuition tout à l'heure. C'est que nous, en tant qu'humains, parfois, on se dit plutôt par là. On ne sait pas trop toujours pourquoi et on le fait à l'intuition. Et souvent, ça marche plutôt pas mal. Donc, c'est une approche statistique, mathématique des décisions. Si on revient un peu sur l'intelligence artificielle, parce que c'est quand même pas très nouveau, en fait, les premiers à avoir créé des ordinateurs pensaient déjà à mimer le cerveau humain, et c'était le but en fait de leur recherche. Le problème, c'est que dès le début, ils avaient posé le fait qu'ils arriveraient à avoir une intelligence humaine avant la fin du siècle. On était en 1955-50. On sait bien qu'on n'y est pas. Une super intelligence, c'est très très compliqué à obtenir. Et puis petit à petit, donc dans l'histoire, il y a eu ce qu'on appelait les hivers de l'IA. Donc il y a eu des gros financements qui ont été mis à plusieurs reprises avec des énormes expectatives, et à chaque fois qui ont été déçus. Et là, on est en train de revivre une renaissance de l'IA, notamment parce que le machine learning a prouvé sa valeur et a prouvé que ça pouvait marcher. Donc on en est là. Il y a 2 facteurs qui ont permis aussi de faire revivre ça, qui sont vachement importants, qui sont des facteurs technologiques. Le premier, c'est qu'on a une puissance de calcul qui est énorme aujourd'hui, donc on a de l'informatique distribuée. En plus, extrêmement peu cher, il suffit d'aller chez AWS ou autres cloud platforms pour avoir des serveurs au centième de dollar. Et puis aussi, on a le big data qui arrive, ou qui est là, avec énormément de données qui sont disponibles, tout type de données, du texte, de la mesure, de l'IoT, donc l'Internet des objets qui arrive aussi. Donc énormément de données. Et comme on parlait d'exemples, il faut que la machine ait des exemples pour travailler. Les exemples, c'est les données, et elles sont dans les données.
Ils sont dans les données. Donc il nous faut ça. Et comme je vous l'ai dit, on a maintenant des applications directes. On a prouvé que ça servait à quelque chose. Donc chez Antidote en particulier, on fait du text mining, on en reparlera après. Alors un tout petit peu d'histoire aussi sur l'intelligence artificielle. Il y a un événement qui a tout changé il y a quelques années. C'est celui-là. En tout cas, chez Antidote, il compte beaucoup parce que dans les données qu'on manipule, c'est un événement important. C'est Watson d'IBM qui bat les 2 plus grands gagnants du jeu Jeopardy. Donc le monsieur qui est à gauche, c'est Ken Jennings. Lui, il a gagné Jeopardy plus de fois que n'importe qui. Et le monsieur qui est à droite, dont je n'ai plus le nom, lui a gagné plus d'argent que n'importe qui en jouant à Jeopardy. Donc les 2 plus grands champions. Et comme vous voyez, le score est assez univoque. Watson les a écrasés en 2011, en février 2011. Donc la dernière question, c'était ça. Il fallait répondre. Jeopardy, souvent, il faut répondre par des questions à des réponses. C'est un peu bizarre. Donc en plus, pour une machine, c'est un peu plus compliqué. C'est qu'il faut trouver une question à une réponse. Et la question est quand même assez tordue. Donc elle est en anglais, mais en gros, c'est... donc Monsieur William Wilkinson a été William Wilkinson, un compte-rendu des principes de la Valachie et de la Moldavie ont inspiré le roman le plus célèbre de cet auteur. Ok, donc déjà j'ai eu du mal à le lire ou à le traduire. Donc la machine a trouvé la réponse Who is Bram Stoker, et c'était la dernière réponse. Et donc il y a un petit commentaire de Ken Jennings qui dit nous souhaitons la bienvenue, ou moi je souhaite la bienvenue à nos nouvelles machines surpuissantes. Au passage, dans les ressources à la fin, vous avez un TED de Ken Jennings qui explique pourquoi cet événement a été à un moment dans sa vie un point très très critique. Le seul truc qu'il savait faire, c'était jouer à Jeopardy, et la machine a dépassé. Donc c'est arrivé en 97 d'abord à Garry Kasparov, notre champion d'échecs, qui a été battu par une machine. Puis on reparlera d'autres jeux après. Ok, donc qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Parce que à part le petit clin d'œil, il y a 100 serveurs, une puissance de calcul. Donc aujourd'hui, 100 serveurs, ça fait plus trop peur à personne. Et puis on a à peu près 200 millions de pages de données factuelles disponibles. Alors ça va être du Wikipédia, par exemple, donc des données de faits. Et puis ça va être toutes les réponses de tous les jeux Jeopardy qui ont jamais été joués. Donc on rassemble tout ça, ça fait quand même pas mal de trucs, mais c'est pas énorme. 200 millions de pages de données, ça fait pas non plus peur à grand monde. Donc on n'a pas besoin de choses extraordinaires pour faire ça. Il y a un problème malgré tout, c'est que déjà il faut trouver les réponses possibles à la question. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de réponses possibles souvent. Et là, l'humain fait souvent appel à son intuition pour savoir quelle est la bonne réponse, la meilleure qui sera peut-être la bonne. Et donc là, les ingénieurs d'IBM se sont un peu cassés les dents pendant un moment, parce que dans l'informatique conventionnelle, ce qu'on fait, c'est qu'on a un genre d'équation avec tous les paramètres qui peuvent nous permettre de décider quelle est la bonne réponse. On met des poids devant chaque paramètre, et à partir de là, en fonction de la taille des poids qu'on met devant chaque paramètre, on a le résultat de l'équation qui nous dit c'est plutôt celle-là. Le problème, c'est que Jeopardy, c'est de la culture générale. Donc pour réussir à mettre devant chaque poids, enfin le bon poids devant chaque élément de l'équation, est-ce qu'on privilégie les questions culturelles, ou alors les questions sportives, ou alors les questions etc. Est-ce que c'est plutôt la source machin qu'il faut privilégier devant la source truc? Oui, mais la source machin, elle est plutôt spécialisée dans ça. Donc... Et en fait, c'est impossible de mettre des poids devant chaque paramètre qui puisse répondre à l'ensemble des questions. À chaque fois, on se trompe. Donc il y a un vrai problème. Et donc là, il faut que la machine ait une intuition, et l'intuition, elle est venue par une solution qui est le machine learning, qui est, plutôt que d'essayer qu'un humain mette les bons poids devant chaque paramètre, on va laisser la machine, en fonction de ce qu'elle sent, en fonction d'un entraînement, de ce qu'elle a vu par le passé, mettre elle-même les poids en fonction du type de question qui lui est posée. Donc ça veut dire que cette équation est dynamique en fonction de l'expérience qu'a accumulée la machine. Et donc ça donne ce type de résultat. Là, c'est une autre question sur une chanson des Beatles. Et voilà, on n'a que le résultat. Il a trouvé plein de réponses possibles. Il y en a 3 qui sont présentées. Il y en a une qui manifestement gagne la réponse de cette équation d'apprentissage. Donc, si on va un tout petit peu plus loin, ça veut dire que les ingénieurs d'IBM ne savent absolument pas vous dire pourquoi il a répondu ça et pas autre chose. On n'en sait rien. On ne peut pas le dire. Il y a une espèce de lâcher-prise dans ce type d'informatique qui est un petit peu gênant intuitivement. Pour la petite histoire, vos résultats de recherche de Google aujourd'hui,
sont massivement faits par machine learning. Il y avait un problème, vous vous souvenez de Google avec les Google Dances, ils changeaient l'algorithme et puis tous les rankings changeaient d'un coup. Donc ça, c'était parce qu'ils avaient des poids dans les paramètres et quand ils les changeaient, eh ben, tout le monde était mécontent. Tout le monde avait l'impression qu'on avait manipulé les résultats. Aujourd'hui, les résultats sont faits par machine learning et les ingénieurs de Google disent c'est la Google Magic. Ça a changé parce que c'est l'Oktoberfest en Allemagne et donc quand on tape bière, c'est l'Oktoberfest qui sort en premier au mois d'octobre. Mais si vous le faites au mois de janvier, c'est pas l'Oktoberfest qui sort parce que voilà, les gens cliquent pas sur l'Oktoberfest au mois de janvier. C'est comme ça. Donc ça, c'est le machine learning. Un tout petit peu de concept derrière ça. Il y a 3 concepts que je vais vous présenter par des petits exemples. J'ai trouvé ça sur un blog qui est formidable, que vous trouvez en crédit, et à la fin de la présentation aussi. Là, c'est un jeu très simple. Il faut trouver s'il y a un logement dans une liste de logements, c'est une liste immobilière, si le logement se trouve plutôt à New York ou à San Francisco. Donc au départ, on a les réponses aux questions, parce que c'est ça l'entraînement, il faut des exemples, donc il faut qu'on nous donne les réponses. Donc on peut faire une répartition par altitude, par exemple. En vert, c'est à San Francisco, parce que c'est très vallonné là-bas. Et en bleu, c'est les logements qui sont à New York. Donc on va pouvoir se dire, bah, tiens, c'est vrai que l'altitude, c'est très discriminant, parce que vous voyez que dès qu'on est au-dessus de 73 pieds, on peut prendre la décision très sûre que ce n'est pas un logement à New York. Il est forcément à San Francisco. Et on peut aller un tout petit peu plus loin, c'est que statistiquement, si on veut abaisser un peu le taux, parce qu'on en a quand même beaucoup là qui nous intéressent entre les deux, on peut dire si statistiquement c'est plutôt au-dessus de 33 pieds, on a de très grandes chances, on n'est pas sûr, mais on a de très grandes chances que ce soit plutôt à San Francisco qu'à New York. Et on est plus souvent sûr de prendre la bonne décision. Bon. On n'est pas sûr, mais bon, on va en ramener plus. Donc ça, c'est un concept qui s'appelle les attributs. En anglais, ils appellent ça features, donc les attributs. Donc quand on fait du machine learning, on recherche les attributs, c'est-à-dire les éléments de décision qui vont nous permettre de régler l'algorithme. Ensuite, il y a un autre élément qui est très très important. Ici, c'est un arbre de décision. Donc je vous disais, dans les systèmes par règle, on utilise des arbres de décision. Dans le machine learning aussi. Ils sont un tout petit peu plus flous par contre. Donc là, c'est un arbre de décision et souvent le système construit l'arbre lui-même. En fait, c'est lui qui va décider quelle décision il prend à droite et à gauche. Donc c'est là que ça devient intéressant. Et donc ça, c'est le concept de modèle d'entraînement. Donc on a des modèles. Le data scientist, au départ, en fonction du problème, des attributs qu'il a trouvés, il va choisir le type de modèle. L'arbre est un type de modèle, mais il y en a plein d'autres en fait, disponibles. Donc ça, c'est les fameux algorithmes qu'on trouve dans les librairies, livres, etc. Il y en a plein. Et le dernier, qui est un petit peu plus bizarre, un petit peu plus difficile à comprendre, c'est quand on joue le modèle avec des données. Au début, on entraîne sur des données d'entraînement. Les données d'entraînement, c'est les données qu'on a au départ et dont on connaît les réponses. Donc si on fait bien son travail, on va essayer d'avoir juste, c'est-à-dire 100% de bonnes réponses sur ces données d'entraînement. C'est-à-dire qu'a priori, ça marche, quoi. On a pris toutes les bonnes décisions. Sauf qu'après, on prend des données de test, c'est des données qui ne sont jamais passées dans l'entraînement. C'est des données, on vous donne un nouveau dataset que vous n'avez jamais vu. Et maintenant, il faut prendre les bonnes décisions aussi dessus. Et vous vous rendez compte que vous n'avez pas tout à fait bon sur tout. Ça veut dire qu'il y a des cas de figure que vous n'avez jamais rencontrés, ou alors ça veut dire que, surtout, il y a des moments où vous prenez des décisions sur des points saillants que vous pensiez discriminants, et en fait, qui ne le sont pas. Qui ne le sont pas assez. Donc, souvent, on ne va pas arriver à 100%. Bon, c'est plutôt pas mal parce que pour la plupart des problèmes, les humains non plus n'arrivent pas à 100%. Ils arrivent à 80, 85, parfois 90, mais bon, voilà. Donc, ce n'est pas une science exacte, les résultats ne sont pas exacts. Ils ne sont pas parfaits. Ça, ce concept-là, c'est le surentraînement. C'est-à-dire que le système a pris des décisions qui étaient fausses. Enfin, en tout cas, il a décidé de prendre des décisions sur des éléments qui ne sont pas assez discriminants. Voilà. On va parler un tout petit peu de deep learning. Je vous mets, oula, j'ai balancé tout le texte d'un coup, ça va pas. Le deep learning, on en parle beaucoup en ce moment parce que c'est utilisé dans plein de technos que vous avez dans vos smartphones, sur vos sites web que vous utilisez tous les jours. Donc ça, c'est quelque chose qui vient des réseaux de neurones. Je ne vais pas expliquer ce que c'est, mais c'est un modèle de décision aussi. Et c'est très adapté pour la reconnaissance des images, des signaux en général, donc images, le son, etc. Ça, c'est vraiment rendu possible aussi par la technique, par les GPU. Donc c'est ce que vous avez dans vos cartes graphiques pour jouer aux jeux vidéo. Donc Nvidia est très friand de ce type de choses. Ça leur permet de vendre des cartes graphiques avec plein de CPU dedans,
parce que les instructions qui sont en dur dans les GPU sont exactement celles dont on a besoin pour calculer nos réseaux de neurones. Voilà. Donc vous avez un éminent scientifique, Yann Lequin, qui est français, qui est directeur du laboratoire d'IA de Facebook aujourd'hui, et qui a fait sa leçon inaugurale au début d'année, en février. Vous pouvez la regarder sur le site du Collège de France, c'est hyper intéressant. Et là, il explique ce que c'est qu'un réseau de neurones, ou plutôt un réseau de convolution. Alors, en gros, c'est comment on fait de la reconnaissance d'image à partir de ça. C'est assez bizarre comme technique, mais en fait, ça marche hyper bien. C'est que, au lieu de se dire, on va essayer de prendre toute l'image et d'essayer de reconnaître le schéma qu'il y a sur cette image, là, en l'occurrence, une voiture, on va descendre au plus petit élément d'image, on va descendre au niveau du pixel. Donc là, c'est un amas de pixels déjà, le plus bas possible. Ensuite, on va remonter, et à chaque fois, on fait un entraînement. On entraîne la machine à essayer de reconnaître ce que c'est. Donc on prend le pixel et son entourage, puis le pixel et un entourage plus grand, plus grand. Et en fait, en entraînant par couche comme ça, on arrive de façon hyper exacte, 97,25% à reconnaître des visages, par exemple. Donc la reconnaissance d'un humain, c'est 97,5%. Donc il y a 0,25% d'écart entre une machine et un humain sur la reconnaissance de visage. Donc ça permet de reconnaître des images ou même des éléments dans des images. Il pourrait entourer ici la voiture, mais la roue de la voiture. Et dire ça, c'est une roue de voiture, etc., etc. Yann Lequin a inventé ça, en tout cas le principe qui est derrière, avec les différentes couches et se baser sur le plus petit élément. En 92, laboratoire Bell aux États-Unis, et il fait de la reconnaissance de chèques. En gros, il fait de la reconnaissance de nombres d'abord, et après l'application qu'ils en ont fait, c'est la reconnaissance de chèques, lecture automatique des chèques. Donc ces manuscrits, évidemment, il fallait reconnaître quels sont les chiffres qui sont sur les chèques. Donc vous envoyez des chèques grâce à lui depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, plus spectaculaire, vous pouvez regarder la vidéo sur YouTube, c'est hyper marrant. Là, on se balade avec une caméra dans un parc. Il y a des gens qui arrivent de partout, qui vivent leur vie. Et le système encadre les piétons. Donc ça, c'est utilisé pour les voitures. Donc, à nouveau, regardez les vidéos, regardez la leçon inaugurale du Collège de France, c'est hyper intéressant. Donc les voitures autonomes fonctionnent avec ce type de système. On peut combiner les approches. En fait, il n'y a pas un seul algo de machine learning ou un seul algo d'IA. C'est pas une science monolithique. Il y a énormément de choses et il faut croiser des approches pour arriver au meilleur résultat. Donc, si on prend des arbres de décision, par exemple, et qu'on met des réseaux de neurones derrière, réseaux convolutifs, d'ailleurs, dans ce cas-là, on obtient AlphaGo, qui bat les joueurs de Go. Donc, là, il y avait un problème sur la décision. Il faut que je regarde mon temps un petit peu. Il y avait un problème sur le Go, c'est qu'on ne peut pas faire d'arbre de décision pur comme on le fait aux échecs, parce qu'il y a trop de combinaisons possibles. Aux échecs, on arrive à décider sur une machine dans un temps correct 6 niveaux de coups. Donc toutes les combinaisons de coups sur 6 niveaux, sur 6 coups d'avance. C'est énorme déjà. Et à la fin, on est capable de calculer assez facilement l'état dans lequel je vais me retrouver au bout de 6 coups. Est-ce qu'il est favorable pour moi ou est-ce qu'il est défavorable? Est-ce que je dois aller du coup par là ou par là? Au Go, c'est pas possible. Il y a trop de combinaisons possibles. Et en plus, c'est très compliqué de savoir à la fin si on est dans une situation favorable ou pas favorable. Bon. Donc du coup, ils ont changé le truc, ils ont donné de l'intuition à la machine pour qu'il puisse calculer quand même quelques niveaux, et ensuite, à partir de l'expérience sur tous les jeux de Go joués, et ensuite en faisant jouer la machine contre elle-même, là ça devient marrant, on fait jouer la machine contre elle-même pour qu'elle apprenne dans quelle situation elle a gagné et elle n'a pas gagné. En plus, ça marche tout seul. Et elle a fini par gagner donc là contre Lee Sedol il y a quelques semaines. Ok, donc rassurez-vous, on n'est pas encore à Big Brother, tout ça est très compliqué, tout ça s'adapte à des problèmes très particuliers. Voilà, on pourra parler de robotique si vous voulez un peu, mais on n'y est pas encore. Alors à quoi ça sert du coup? Pas mal de trucs aujourd'hui quand même. Reconnaissance de texte, y compris manuscrit et la voix, donc on fait du speech to text. Traduction automatique, donc tout ce qui est Google Translate, etc. Text mining, on en parlera juste après. Aide à la recherche d'informations chez nous aussi. Assistant personnel, donc Siri, c'est en train d'être introduit, mais c'est pas sûr s'ils le font ou pas. En tout cas, Google Now, oui, c'est déjà dedans. Assistance au diagnostic médical. Watson, celui qui a battu nos joueurs de Jeopardy, sa première application réelle, c'est le diagnostic du cancer. Aujourd'hui, ils l'ont décliné dans beaucoup d'autres choses aussi, mais au départ, c'était le diagnostic du cancer.
Donc on imagine des choses, et on fait un petit peu sur les smart cities, la sécurité informatique, les patterns d'attaque. Tiens, il a commencé par ça, puis ça, ça veut dire que certainement il va se passer ça. Voiture autonome, on l'a vu. Robotique, on va s'arrêter un tout petit peu parce que c'est marrant. Robotique, on imagine que l'intelligence artificielle va bénéficier du robot. Comme on disait, en jouant contre lui-même, il s'améliore. L'avantage du robot, c'est qu'il voit les choses, il peut peut-être bientôt sentir les choses. Et donc, il aura des signaux qui permettront aux algorithmes d'apprendre plus de choses et plus vite. Donc, il y a une espèce de rétro-apprentissage aussi dans la robotique. On n'y est pas encore, mais bon, ça arrive. Voilà, après cette longue introduction sur l'intelligence artificielle, pour démystifier un peu le truc, chez Antidote, on en fait depuis quelques années déjà. On a deux briques, donc notre moteur de recherche, et puis une brique qu'on met en amont, et qu'on branche sur d'autres systèmes que des moteurs d'ailleurs, qui nous permettent d'enrichir l'information avant de l'indexer. Et là-dedans, on fait du text mining. Et étant donné les besoins de nos clients et notre appétence technologique aussi, on est parti très très tôt sur du machine learning pour faire du text mining. Donc on a deux algos, je vais vous présenter le premier. Le premier, ça sert à faire de la classification automatique de texte. Donc le but de la classification, tout bêtement, c'est d'avoir un énorme tas de documents, possiblement des millions. Donc ça, c'est votre fonds documentaire en entreprise ou publisher, éditeur de contenu. Et le but, c'est qu'une machine vienne poser des tags dessus pour vous. Parce que c'est un travail complexe, c'est un travail fastidieux. Quand on vous donne un fonds qui est non catégorisé, non tagué, avec 6 millions de docs, bah vous êtes bien embêté. Il va falloir en faire quelque chose. Donc des étiquettes, c'est souvent régi par des référentiels. C'est pas forcément nécessaire, mais c'est mieux. Et si on se met dans le domaine du droit, par exemple, on a pas mal de clients dans ce domaine-là, dans le domaine juridique, et ben ça va être essayer de dire si ce document de jurisprudence, c'est du droit de la famille, du droit fiscal ou du droit pénal. C'est hyper intéressant parce que les avocats, ils ne travaillent pas et dans le droit de la famille, et dans le droit pénal, et dans le droit fiscal. Ils travaillent dans un des domaines. Donc quand ils recherchent de l'information, c'est sur un domaine en particulier. Il faut qu'ils filtrent. Et si ce n'est pas tagué, ils ne peuvent pas le faire. Donc une première application qui a déjà 5 ans, si je ne me trompe pas, c'est sur rechercheisidore.fr, qui est un portail académique où il y a toutes les données du CNRS et tous les organismes affiliés en sciences humaines et sociales. Et donc là, vous avez un document qu'on récupère. On en récupère 4 millions, plus de 4 millions, ça grossit à chaque fois. Il y a plus de 3000 sources différentes. Et là, on récupère un document en anglais qui traite donc Sound Sculpture, Sganaki Sound Sculpture. Et le système a automatiquement détecté que ça traitait de musicologie. Donc là, il n'y a eu aucun traitement humain pour détecter et le mettre dans la case musicologie. Et c'est bien un document de musicologie. On est aussi capable de le mettre dans plusieurs classes, si ça traite de musicologie et de religion, ça parle d'orgue, etc. On pourra le mettre dans les deux éléments. Donc là, clairement, sur les 4 millions de documents qui n'appartiennent pas à Isidore, l'organisme qui gère le système, Humanum, sont tagués automatiquement, ils ne pourraient pas le faire manuellement. Le fait de taguer, ça ne sert pas seulement à savoir quand on est sur la fiche, à savoir ce que c'est, ça sert surtout à rechercher. On peut filtrer avant sa recherche avec une facette. Là, on a toutes les disciplines, dont musicologie. On en a une autre qui est religion. Donc là, c'est filtré sur religion et on n'a que des documents qui traitent de religion. Ce qui est marrant aussi, c'est que maintenant, le site est multilingue. Il est en français, on a commencé comme ça, mais il a des ressources en anglais et en espagnol. Et le système marche de la même façon. Comment ça marche? Ou comment on fait, en tout cas, pour entraîner ce système-là? Eh bien, au départ, donc, dans la situation d'Isidore, c'est assez favorable. Ils ont quelques sources de données, une ou deux, qui ont quelques dizaines de milliers de documents qui sont bien tagués dans toutes les disciplines. Donc une espèce de pierre de Rosette, si vous voulez, de leur thésaurus des disciplines. Donc on fait rentrer ces documents en haut à gauche, là, et puis on les fait passer dans un processus qu'on appelle l'entraînement. Ça passe dans une machine qui apprend, et puis chez Antidote, on vous met à disposition ce qu'on appelle un atelier d'entraînement, dans lequel, dans ce cas-là, vous allez simplement contrôler la qualité de l'entraînement. Est-ce qu'il est bon dans tous les labels? Est-ce qu'il va être bon pour reconnaître aussi bien l'archéologie que la religion? Donc ça vous donne un rapport, il y aura des copies après. Une fois qu'on a fait l'entraînement et qu'on en est satisfait, on a trouvé les bonnes sources, les bons exemples, eh bien on le fait passer dans un deuxième processus, qui est un processus de
tagging, de classification. Donc là, on fait rentrer tous nos documents, là, potentiellement des millions, et on va leur mettre des tags. Et la machine va décider toute seule quel tag elle met dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est bon à faire ça. Et en plus, bon, je vous le dis comme ça, et en plus, il est rapide. Le premier processus met, alors ça dépend du volume, mais en général, c'est quelques minutes. Vraiment quelques minutes, c'est 8 minutes, 10 minutes. Pour des corpus de... Si on a des millions de documents à entraîner, mais ça, c'est extrêmement rare, ça va prendre quelques heures. 1 heure, 2 heures. C'est hyper rapide. Ça veut dire qu'on peut le faire plusieurs fois par jour, si on veut. Et le deuxième, c'est des millisecondes. Donc on peut taguer énormément de documents. En plus, on peut paralyser le traitement, donc ça va très très vite. Donc des millions, ça fait peur à personne. Il y a une autre situation qui est défavorable pour le coup, c'est quand on n'a pas les exemples à fournir à la machine. Donc les clients viennent nous voir, nous disent « mais c'est super votre truc, mais par contre, personne n'a fait l'effort de taguer les docs chez moi. Personne, on n'a pas ça. Est-ce que vous pouvez nous aider quand même ?» Oui. Dans l'atelier d'entraînement, en fait, on a un système qui vous permet de taguer les docs en amont. Et vous allez voir, alors on va commencer par la partie la plus simple. Donc le but, c'est à ce moment de l'entraînement, en fait, de taguer. Ah bah les voilà mes petites étiquettes. Alors, c'était le cas du CAGE, un client dans le juridique. C'est une des principales sources d'informations juridiques au Canada, en anglais et en français. Ils avaient un fonds de 1,7 million de textes de jurisprudence. Si vous voulez le taguer à la main, ils ont fait le calcul. 200 annéums, à peu près, 240 et quelques, je crois. Bah oui, 1,7 million, ça fait beaucoup, quoi. Quand vous passez, je vois, 1 minute ou 2 minutes en moyenne par document, ça fait beaucoup de minutes à la fin. Donc, il leur fallait une machine. Ils ont essayé à l'époque avec une approche par règle, ça n'a pas marché. Et ensuite, ils sont venus nous voir pour voir ce qu'on pouvait faire. Et donc aujourd'hui, si vous allez sur leur site, vous avez une facette supplémentaire. C'était ça qu'ils voulaient avoir, cette facette qui classe chaque document par domaine de droit. Et donc, si vous êtes avocat fiscaliste, vous pouvez aller voir, cliquer sur uniquement la partie fiscale. Vous pouvez croiser avec d'autres domaines d'ailleurs, parce que c'est un peu poreux tout ça. Et vous allez avoir que des documents qui traitent de fiscalité. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de sujets entre fiscalité et famille et fiscalité et immigration. Vous voyez qu'ils sont très connexes tous, en fait. C'est pas très surprenant, en fait. Donc, ils ont maintenant cette facette. Comment ils ont fait? Ils ont utilisé, parce qu'au départ, ils n'avaient pas de documents tagués. Parce que tous les greffes locaux, quand ils fournissent la jurisprudence, la décision de justice, eh bien, ils ne disent pas de quel type de décision il s'agit. La source est mauvaise. Voilà. Donc, on leur a donné notre atelier d'entraînement. Ça consiste en quoi? Au départ, il faut faire un petit peu de travail, il faut se remonter les manches. On prend des documents, donc on les a tous indexés, on peut faire des recherches. Donc là, je vais essayer de travailler sur le tag famille. D'accord? Donc, je fais protection de la jeunesse, qui est un sujet sur la famille. Et je trouve des documents là-dessus, et je vais lui dire, ben, OK, je vais le taguer avec le tag famille. Donc là, je tape famille, j'ai un petit moteur pour me donner tous les termes possibles dans leur thésaurus. Il y en a 600 quand même, il y en a 600, c'est beaucoup. Au premier niveau, il y en a 60 à peu près. Et je tag ce document avec famille. Tac. Donc là, c'est ce que je fais en haut dans le processus, là, le Quality Control Workshop. Je mets des tags, parce que les documents qui rentraient n'en avaient pas, et hop, je vais commencer à entraîner. Et vous dites combien il faut que j'en tag? Est-ce que ça va m'aider un petit peu? Oui, le système va commencer à vous guider. Parce que, comme le système de Go qui s'apprend en se battant lui-même, là, ici, on prend les documents qui ont été catégorisés, puis on les remet en entrée. Donc ça veut dire que quand vous avez commencé à catégoriser des trucs, vous avez, dans notre atelier, des documents catégorisés qui arrivent. Ils ne sont pas forcément très bien catégorisés. Donc il nous dit, ouais, là, j'ai trouvé adoption quelque chose, j'ai trouvé le tag famille, mais je ne suis pas hyper sûr, je suis à 0,5, et puis en plus, il y a un tag construction à 0,003, peut-être que c'est pertinent ou pas. Donc là, on regarde le document et on se dit, bah ouais, non, c'est bien, tu as trouvé famille, c'est bien, on va le garder et puis on va enlever construction. Et donc, il y a une boucle de rétroaction comme ça qui permet au système de s'améliorer très très vite et vous, surtout, de ne pas taguer des millions de documents. Vous en taguez que quelques-uns, des centaines, peut-être parfois des milliers, ça dépend. Si vous avez, là, il y a 600 termes, si on veut être bon sur les 600 termes, il faut en classer quand même pas mal. On dit, c'est environ, ça dépend des tags, hein, mais ça peut être, en moyenne, ça va être 30 par tag. Parfois, ça marche à 15, parfois, ça marche à 100. Voilà. Vous verrez, je vais vous montrer un rapport après. Donc, on voit aussi l'amélioration du système. Donc là, c'est un peu écrasé parce qu'en fait, ils ont tellement de termes, il y en a plein,
où il n'y a pas de jurisprudence qui sorte dessus, sur les 600 termes. Sur le droit des indigènes, parce qu'ils ont le droit des indigènes, le droit des indigènes, je sais pas quoi, relocalisation ou j'en sais rien, et ben il se trouve qu'il y a une décision par an. Donc avant de réussir à ce que la machine réussisse à entraîner là-dessus, ça va être compliqué. Donc là, on a un phénomène d'écrasement avec une qualité qui a l'air moyenne, 61, c'est un peu moyen, hein, c'est pas génial. Mais vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on a entraîné, on a augmenté en qualité. Donc le rapport vous le dit. Et là, si on regarde quelque chose d'un petit peu plus quali, vous avez tous les termes et on vous dit la qualité atteinte. Alors la qualité, là, vous voyez le nombre de documents à droite. Parfois, il en faut très peu. Là, on est sur la rente, 19 documents et il est hyper fort en rente. Par contre, on imagine, alors peut-être qu'ils ont fait du zèle, peut-être qu'ils en avaient plein aussi ou que c'était facile. Accident du travail, ils en ont mis 300 et là, il est top, 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 top. 96%, je vous rappelle, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'un humain n'arrive pas à 96%. Surtout dans le droit, c'est un peu équivoque. Ici, au-dessus de 90%, on dit que c'est l'accord entre deux experts. C'est-à-dire que vous donnez 10 copies à deux experts, les mêmes, ils mettent des tags dessus, ensuite ils se mettent d'accord entre eux et ils vous rendent les 10 copies en vous disant bah, voilà les tags qu'on aurait mis là-dessus. Et là, ils arrivent à peu près à 90. Donc c'est-à-dire que sur des tags, et là on a la liste des plus importants, ceux qui étaient vraiment, vraiment importants pour eux, il fallait qu'on soit très bon là-dedans. Donc il y en a une petite dizaine. On arrive à chaque fois à plus de 90, même plus de 80. Vous voyez, on a encore amélioré depuis que j'ai fait le schéma d'ailleurs. Plus de 80%, plus de 70%. Au-delà de 70%, c'est vraiment très bon déjà. On peut mettre ça en ligne, il n'y a pas de problème. En dessous de 50%, là, ouais, non, c'est un peu trop aléatoire. Donc, notre système vous guide pour être sûr que vous atteignez le bon niveau de qualité et vous saurez quand est-ce que vous allez l'atteindre. Ce n'est pas une science floue. On travaille aussi pour que... il vous propose carrément les docs où il n'est pas sûr. Il vous dit bah, celui-là, ce serait bien que tu le classifies, ça m'aiderait beaucoup, beaucoup plus que tel autre. Donc aujourd'hui, on a des méthodes pour faire ça. Donc voilà pour la classification. J'ai regardé l'heure aussi, j'ai presque fini. Oh bah ça va. On a un autre algo qui est aussi de l'IA, et celui-là il est assez impressionnant parce que quasiment personne ne le fait de cette manière-là. C'est l'extraction d'entités nommées. L'extraction d'entités nommées, c'est de trouver dans un texte les noms. Alors, je vais dire un truc facile. Dans la news, par exemple, c'est de trouver les noms des entreprises, les noms des lieux et les noms des personnes. Plutôt des lieux, des entreprises, des personnes. Okay, donc il faut trouver tout ça. Je sais pas, Georges Clooney conduit une Peugeot à Paris, et ben il faut trouver Georges Clooney et une Peugeot et Paris. Il y a aussi un autre truc, c'est que ça, on fait ça dans la news, avec Le Point par exemple. Mais il y a des gens, ça ne les intéresse pas de trouver les noms des personnes, des lieux et des entreprises. Ils veulent trouver autre chose. On ne sait pas forcément quoi. Dans leur domaine, je sais pas, si je prends l'exemple du droit, par exemple, ça va être les noms des lois. Ça va être discriminez-moi entre un juge et un avocat, ou un prévenu. Donc trouvez-moi dans une décision de jurisprudence les noms des prévenus, les noms des avocats, les noms des juges. Ok. On l'a fait par exemple pour le cinéma. On avait fait un proto. Vous donnez des synopsis de cinéma. On vous trouve les noms des producteurs, des réalisateurs et des acteurs. Tous des personnes, mais on sait les discriminer. Donc ça, c'est les fameuses classes d'objets, les classes d'entités. Et on peut entraîner du coup notre système pour trouver différentes classes. Au Point, là vous avez, le système est intégré à notre partenaire 4D Concept. 4D Concept, donc là c'est pas leur interface, c'est une interface de démo qu'on avait faite. Vous lui mettez un article dedans et il va vous trouver tous les noms des organisations, des personnes et des lieux qu'il a trouvés. Donc aujourd'hui, quand vous êtes au Point, vous êtes journaliste, vous rédigez un article, vous êtes documentaliste au Point, vous pouvez analyser tous les documents que vous écrivez, vous cliquez sur un bouton, et vous allez pouvoir dire, bah oui, cette entité-là, je veux bien l'associer à mon article, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi. On va un tout petit peu plus loin, c'est pas montré là, mais en plus, les entités, c'est pas seulement des chaînes de caractères, on sait qui c'est, parce qu'on les a reliées à la base d'entités du Point. Donc toutes les personnalités politiques pour Le Point, par exemple, très important, ils ont des biographies, des photos, etc. Donc si on trouve une personnalité politique, on va le relier à leur base. Si c'est quelqu'un qui n'a pas dans leur base, on va leur dire, bah tiens, ce serait peut-être bien de l'ajouter, notion de candidat, peut-être que ça parle à des gens. Et on va aussi vous dire, bah, on l'a trouvé sur Wikipédia, cette personne. Donc c'est peut-être plus intéressant qu'une autre qu'on n'aurait pas trouvée pour l'ajouter. Les gens, a priori, le connaissent. Donc tout ça est fait dans nos chaînes de traitement Information Factory. On peut faire plein de traitements les uns à côté des autres. Voilà pour l'extraction. Alors, ce qui est intéressant avec l'extraction, c'est qu'on peut aussi l'entraîner.
On a un atelier d'entraînement comme on a un atelier pour la classification. Et vous pourrez donc vous-même entraîner sur des nouvelles entités. C'est très récent, hein, on ne le fait que depuis cette année. On a une première application avec un client d'entraînement par le client du système. Jusque-là, c'est nous qui entraînions. Voilà. Pour conclure, et après, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Pour conclure, quels sont les avantages du machine learning, pour les résumer, en tout cas dans le text mining, hein, ici, c'est que c'est extrêmement précis. Donc on a pu le comparer à d'autres approches à base de règles, et on a vu que dans bien des cas, en tout cas pour la classification par exemple, c'est le meilleur algo. Pour l'extraction d'entités nommées, c'est aussi le meilleur algo, surtout quand on veut faire de la découverte. Le rappel est démoniaque, c'est-à-dire qu'il vous trouve tout. Il vous trouve des noms qu'il n'y a dans aucun dictionnaire, des noms des Russes, des Indiens, des Chinois, il vous les trouve, des noms de personnes fictives, etc. Il va vous les trouver en disant bah, ça, a priori, c'est une personne. Lui, il ne se base pas sur des dictionnaires ou choses comme ça. C'est très rapide. Alors, c'est très rapide à plusieurs titres. C'est que la mise en place est très rapide, le projet est rapide, la maintenance est rapide, c'est-à-dire que vous en faites peu ou pas. Une fois que c'est entraîné, en fait, le système est très robuste. Quand vous avez des systèmes à base de règles, plus on rajoute de règles, et plus le système va perdre en qualité. À un moment, on a une espèce de gaussienne, et plus on rajoute de règles, plus on déstabilise les règles précédentes. C'est vraiment il y a un point d'équilibre, et ce point d'équilibre, il est à peu près autour de 60% de qualité. Donc là, on dépasse ça, on va plus loin, en fait. Et en plus, c'est robuste quand on va mettre un nouvel exemple, même s'il n'est pas bon, bah, en fait, ça va se rééquilibrer par rapport au reste. Ça ne va pas déstabiliser tout. Et donc, c'est très rapide en traitement. Donc, on peut traiter des très gros volumes en très peu de temps. Et le dernier point, c'est que c'est global. On dit global aujourd'hui, international, parce que c'est multilingue. Nativement multilingue, on n'utilise pas de syntaxe, on n'utilise pas de vocabulaire, donc on n'est pas adhérent à la langue. Par contre, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il va falloir un corpus d'entraînement dans chaque langue. Donc le CAGE, les Canadiens par exemple, on entraîne en français et en anglais, et donc on a des documents tagués en français, des documents tagués en anglais. On a travaillé dans la news, on a un classifieur sur un thésaurus d'actualité. Est-ce que c'est du sport, est-ce que c'est de l'économie, etc. Et donc là, on a 6 langues. On a de l'arabe, par exemple, de l'arabe. Donc les langues complexes, si vous êtes une entreprise globale, ce n'est pas un problème. Si vous voulez nous retrouver, parlez avec nous. On a le stand D23, c'est juste à la sortie là. On a une démonstration du classifieur, donc vous pourrez cliquer si vous voulez d'ailleurs à la fin je pense, sur le stand de Solane, c'est à 12h30, donc venez avec votre sandwich, il n'y a pas de problème. Et on a une conférence avec notre partenaire Spark Archive parce qu'on intègre ce type de solution dans la solution d'archives Spark Archive. Si vous avez des archives Spark, on peut faire de l'extraction d'entités, on peut faire de la classification sur vos archives au moment où vous faites de la reprise de données ou alors quand vous utilisez le système au jour le jour. Voilà, donc ce sera demain à 10h30. Plein de trucs, plein de ressources sur l'IA si vous voulez approfondir. Il y a des trucs marrants. Le deuxième lien qui est le TEDx de Kate Jennings, je vous le conseille, ça dure 10 minutes, il est très drôle en plus, donc on passe un bon moment. La leçon inaugurale au Collège de France de Yann Lequin, c'est 1 heure à peu près. Et hyper intéressant, vraiment. Donc je ne vais pas vous dire que c'est complètement vulgarisé, mais on arrive à rentrer dedans facilement. Donc n'hésitez pas. Ah oui, le dernier lien aussi sur AlphaGo est très très bien. Donc ça explique pourquoi c'est compliqué de gagner au Go avec une machine et comment ils ont fait. Et voilà, maintenant c'est à vous. J'ai un autre micro d'ailleurs. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. La présentation est déjà, c'est ça, elle est déjà sur SlideShare. Donc si vous tapez Antidote intelligence artificielle, elle est sur SlideShare. Oui. C'est-à-dire que tout à l'heure vous disiez qu'avec 200-300 documents on est pertinent, mais est-ce qu'il y a un minimum, de documents comme on l'a vu sur le rapport tout à l'heure, en fait ça dépend. Ça c'est la question que les clients n'aiment pas du tout, les gens n'aiment pas. Ça dépend. Ça dépend parce que je vais revenir sur l'intuition. C'est que si vous avez un thésaurus avec 2 termes qui sont très 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 proches
Et pour vous, faire la différence, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais trouver moi. Bon, je vais rien trouver. De choses qui sont très très difficiles à discriminer. Et bien pour une machine, ce sera aussi très très difficile. Donc là, il va falloir beaucoup de documents. Par contre, si vous lui dites ça c'est blanc et ça c'est noir, a priori, personne ne se trompe. Et lui non plus va pas se tromper. C'est blanc ou c'est noir. Après, il y a des trucs un peu marrants. On a fait un entraînement dans la presse. Il fallait trouver dans un quotidien, donc beaucoup d'articles sur tous les thèmes, il fallait trouver ce qui était de l'économie d'un certain type. Enfin, si je vais vous le dire quand même, de l'économie de la mer. Le but, c'est de faire un supplément sur l'économie de la mer. Voilà. Donc à partir de là, il faut entraîner le système. Et donc l'économie de la mer, c'est un peu flou. C'est quoi? Alors, on recherche un petit peu les mots qui sont discriminants là-dedans. Je sais pas, la pêche, la voile de plaisance, la fabrication de voiles de plaisance. Hein, le transport maritime, ça c'est un truc super haut. Donc le fer, le pétrole, tous les articles qui vont parler de ça, ça va être intéressant. Les containers. Les containers, le transport maritime, c'est d'abord des transports de containers. Ok. Donc, vous voyez, on fait quelques recherches. En une demi-journée, on avait entraîné le classifieur là-dessus. Et il était plutôt pas mauvais pour trouver ce qui était économie de la mer et pas économie de la mer. Et il y a un moment où, au tout début de la recherche, il me trouve des trucs qui sont le monde du tri sélectif. J'avais des containers partout, il était hyper fier, il m'a trouvé le nouveau container, je sais pas, à Pétaouchnok. Il a installé, container de tri, bleu, jaune, et économie de la mer, 100%, super content. Il dit, bah non, là tu te trompes, il y a un problème. Donc je tape tri sélectif, et je lui dis, tous ces documents-là, pas de l'économie de la mer. Entraînement négatif. Donc on lui dit, et lui en fait il va discriminer, il va dire ah ok, donc les mots qui ont container avec bateau, transport, etc. autour, tous ces documents-là, ils sont économie de la mer. Ceux qui ont container mais avec tri sélectif, poubelle, bac jaune, bac vert, c'est pas économie de la mer. Donc j'avais tagué, je sais pas, 20 ou 30 documents de tri sélectif, je réentraîne, ça prend quelques secondes. Et il me dit à la fin, il est hyper bon et il fait la différence entre les containers sur les bateaux et les containers à poubelle. Donc ça, c'est assez facile. Il y a des choses qui sont un peu plus compliquées. Quand on va dans un arbre à 5, 6 sous-niveaux, il va falloir peut-être plus de documents pour discriminer les deux niveaux frères du 6e niveau d'arborescence. Voilà. Donc là, quand on voyait rente, hyper balèze, 19 documents, visiblement le vocabulaire de la rente c'est très particulier, et puis pour droit du travail, peut-être parce qu'il y avait plus de documents aussi disponibles là-dedans, 300 documents, hop, il est hyper bon aussi. Peut-être qu'avec 20 ça n'aurait pas marché pour le droit du travail, il aurait été moins bon. Voilà. Donc ça dépend de votre arme, ça dépend s'il y a beaucoup de termes différents, ça dépend si les termes sont très proches les uns des autres sémantiquement. Voilà. Très longue réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça vous a fait réfléchir? Est-ce que vous travaillez avec des ontologies ou est-ce que vous travaillez avec des ontologies ou... Est-ce qu'on travaille avec des ontologies? Alors, on travaille avec des ontologies, mais pas pour la classif. Ou alors des ontologies simples. Un Thesaurus Cos, ça peut être considéré comme une ontologie, une forme d'ontologie. C'est une ontologie simple, c'est-à-dire qu'elle est juste hiérarchique avec des synonymies et des liens entre des termes, par exemple. Des ontologies, ça va être plus complexe. On va pouvoir relier, par exemple, des termes à une ontologie. Et après, gérer tout ça dans un graphe. Et on va faire d'autres traitements qui ne sont pas forcément des traitements de classif ou de text mining, on va dire. Et donc, on va réexploiter dans une ontologie les termes qu'on aura extraits. C'est plutôt dans ce sens-là où on va utiliser des ontologies. Ouais. Vous avez peut-être vu sur le schéma de Information Factory, il y avait deux technos qui étaient mis en avant. Il y avait le text mining et le graph et link data. Et donc, graph et link data, là-dessus, c'est basé sur des ontologies, effectivement. Pas que, pas seulement, mais oui. Voilà. Vous avez montré comment on pouvait extraire des entités nommées d'un texte. Est-ce que vous pouvez également extraire les rapports qu'il peut y avoir entre ces entités? Alors, est-ce qu'on peut extraire les liens? Genre, Ibrahimovic est un footballeur du PSG, donc là, avoir le lien entre les deux. L'extracteur d'entités nommées par entraînement, pour l'instant, ne sait pas le faire. Là, il n'est pas bon, parce qu'il ne connaît pas la syntaxe, la grammaire, il ne sait pas le lien grammatical qu'il y a entre les deux éléments. Donc, il ne peut pas. Par un moyen détourné, on y arrive, en fait. C'est que on va avoir dans le même texte
Ibrahimovic, PSG, dans le texte suivant, Ibrahimovic, PSG, et on peut construire un graphe, par exemple, ou une base derrière, qui va faire des occurrences, et qui va dire, bah, ils sont souvent ensemble, donc a priori, c'est que ils sont liés. Donc là, on va le trouver, ce lien, et ensuite, on va aller chercher Wikipédia, ou une base de données interne, qui va nous dire qui est Ibrahimovic, et ce que c'est que le PSG. Ah, c'est un club de foot, ah, c'est un joueur, ah, d'ailleurs, dans l'ontologie de Wikipédia, les deux sont liés, être joueur de telle équipe, ça existe, c'est une relation DBpedia. Et donc, on peut reconstituer ce lien. Mais on ne le fait pas directement dans le texte. Et donc là, on va avoir un point noir qui est, si on ne connaît pas, on ne sait pas identifier les entités, nous, on saura dire que c'est une personne et une organisation, mais si on ne sait pas dire quelle personne, quelle organisation et la façon dont elles sont liées, on ne pourra pas recréer le lien. Voilà, si ce n'est pas dans une base qui nous le décrit. C'est là où je disais au départ, les approches à base de règles ont leur validité et elles resteront évidemment et elles sont importantes parce qu'il y a des cas de figure où elles sont les meilleures et elles resteront toujours les meilleures. Parce qu'il faut comprendre la syntaxe, la grammaire, etc. pour comprendre les liens sémantiques entre les éléments dans une phrase ou dans un texte. De même, l'analyse d'un compte-rendu médical, c'est très compliqué. Il faut savoir la personne a le cancer et la personne n'a pas le cancer. Bah, c'est pas pareil. Ça, c'est... Voilà. Et donc, si on extrait l'entité, le nom de la personne et le concept cancer, et qu'on n'a pas la grammaire au milieu, eh bien, on ne sait pas dire s'il a le cancer ou il n'a pas le cancer. Et là, on aura beau avoir plein de fois cancer et la personne en même temps, on ne saura toujours pas dire si elle l'a ou elle l'a pas. Là, ça ne marche pas. Donc, il faut combiner les approches. Voilà. D'autres questions? Pas de questions? Je vous remercie beaucoup d'être venus nombreux et je vous souhaite un bon documentation. Merci.